Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tête à Tête, l'émission qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la Recyclerie de Paris, un endroit parfaitement adapté à mon invitée du jour, Élise Rousseau, qui vient nous parler de son nouveau livre « Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?», une BD drôle et décalée qui dit stop à la surconsommation. Élise Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, fervente défenseur de la biodiversité. Vous êtes notamment l'auteur du best-seller Tout sur ma poule. Et aujourd'hui, vous venez de nous parler de votre nouveau livre « Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?», qui, comme je l'ai dit précédemment, est une BD pour mettre fin à la surconsommation. Tout d'abord, ma première question, pourquoi ce thème ? Parce que la surconsommation, en fait, c'est un thème qui me tient à cœur depuis longtemps. Et en fait, je travaille aussi depuis de nombreuses années dans la protection de l'environnement, la nature, la biodiversité. Et je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez défendu. C'est-à-dire que dans les médias, on va beaucoup parler de choses qui touchent les gens d'un point de vue émotionnel, comme par exemple les marées noires, qui sont des choses très fortes, etc. Mais en fait, la surconsommation, qui est un problème quotidien qui nous concerne tous, c'est un scandale écologique parmi les pires qui soient, qui dure depuis très longtemps et qui génère de nombreux problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, etc. etc. Et finalement, on en parle peu parce que c'est tellement intégré à notre quotidien que ça fait pas la une des journaux. Et en fait, c'est essentiel d'en parler. Donc voilà pourquoi j'ai voulu écrire une bande dessinée sur ce sujet. Donc la surconsommation, c'est justement acheter trop et inutilement ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est dès qu'on est dans le superflu. On parle souvent de société de consommation pour définir notre société. En fait, on devrait dire société de surconsommation. C'est-à-dire que la majorité de nos achats sont au-delà du confort et de nos besoins essentiels pour vivre. On achète vraiment pour acheter en fait. Et du coup, le problème, c'est que ces achats en masse, étant donné aussi qu'on a quand même un souci de surpopulation à l'échelle de la planète, on est trop nombreux à acheter, à avoir un train de vie. En fait, on vit au-dessus de nos moyens d'un point de vue environnemental. Et du coup, le résultat, c'est que c'est une catastrophe écologique. Dans votre livre, vous avez mis en scène votre personnage principal, accompagné de ses compagnons imaginaires ou pas. Alors, parlez-nous de cette histoire. En fait, c'est l'histoire c'est un peu la mienne. Enfin, c'est inspiré de choses que j'ai vécues. J'avais acheté une petite radio qui en fait, est tombée en panne au bout d'un an, on va dire, à peu près. Et quand j'ai regardé la date de garantie, en fait, elle avait expiré 10 jours avant, en fait. C'est-à-dire que la radio est tombée en panne juste 10 jours après la date de garantie. Et quand je suis allée dans le magasin pour leur dire, mais quand même, c'est un peu exagéré, quoi. Ils m'ont dit, mais c'est comme ça maintenant, c'est comme ça tout le temps, c'est l'obsolescence programmée. Et puis, de toute façon, c'est trop compliqué à réparer, donc achetez-en une neuve, en fait. Et du coup, de là, s'en est suivi des discussions, une prise de conscience. Et donc, en fait, c'est l'histoire de cette prise de conscience, de comment ça fonctionne, l'obsolescence programmée, la surconsommation. Justement, dites-moi, qu'est-ce que l'obsolescence programmée ? Parce que je pense que certains de nos téléspectateurs ne connaissent même pas ce terme. L'obsolescence programmée, en soi, c'est le fait de nous inciter toujours à changer d'objets. Par exemple, c'est très fort l'obsolescence esthétique, par exemple pour la mode, c'est-à-dire comme la mode change tout le temps, il faut tout le temps racheter des nouveaux vêtements parce que les autres sont démodés. Mais après, la norme de durabilité planifiée, c'est encore plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un objet en sachant on va faire en sorte qu'il ne va pas durer plus de, je sais pas, 1 an, 2 ans. Donc ils sont programmés pour mourir. Voilà, c'était même le cas de certaines imprimantes qui au bout d'un certain nombre d'impression ne fonctionnait plus. Alors ça, bien sûr, d'un point de vue... C'est légal ? Non, ça l'est pas, en fait. Pendant longtemps, on a un peu laissé faire. Maintenant, il y a des lois. Alors, il faut savoir qu'en France, on fait partie des premiers pays du monde à avoir institué une loi en 2015 contre l'obsolescence programmée. C'est très, très nouveau. C'est quand même un premier pas vers la défense du consommateur, qui est aussi une défense aussi environnementale, par ricochet. Dans votre livre, vous donnez de nombreux conseils, justement, pour atteindre la sobriété heureuse. Oui. Donnez-moi la définition de cette sobriété heureuse. Alors la sobriété heureuse, elle a été, c'est quelque chose de très ancien, dont les philosophes grecs parlaient déjà, Épicure, etc., mais qui a été remis au goût du jour par un petit livre qui s'appelle Vers la sobriété heureuse, qui a été écrit par Pierre Rabhi, donc que maintenant je pense qu'à peu près tout le monde connaît, qui est vraiment un fervent défenseur de ce concept de sobriété heureuse, qu'on peut aussi appeler la simplicité volontaire. Donc la sobriété heureuse, en fait, c'est apprendre à se contenter de moins, aussi à faire le choix de
d'objets de meilleure qualité, acheter moins mais mieux, disons en fait. J'aurais tendance à dire pour le commun des mortels, c'est compliqué de passer d'un mode de surconsommation à une sobriété totale, mais on peut malgré tout aller dans un juste milieu, c'est-à-dire quand même réfléchir à son consommation. Quand on achète quelque chose, se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. Je dois vous avouer que depuis que j'ai lu votre livre, c'est vrai que cette question, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est omniprésente avec moi. Quel conseil vous pourriez me donner à quelqu'un comme moi, qui ne me sent pas spécialement inclus dans les débats écolos, les Verts, qui suis une citadine moderne, qui passe un peu de temps sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour atteindre, entre guillemets, cette sobriété heureuse ou pour participer à mon échelle pour faire quelque chose pour l'environnement? C'est vrai que dans la bande dessinée, je parle de tout, un peu toutes les solutions possibles, sachant que les solutions, on peut aussi les inventer soi-même. Il y a pas de... Il y a plein de choses à faire. Par exemple, je pense à des petites choses toutes simples, c'est privilégier, par exemple Noël va bientôt approcher, privilégier les cadeaux immatériels. C'est-à-dire, on s'achète beaucoup à Noël de gadgets, etc. Vous savez bien, souvent on nous offre des choses qu'on ne trouve pas belles, ça nous encombre, on en a plein les placards. Quand on déménage, c'est un cauchemar parce qu'on ne sait pas quoi en faire. En plus, on n'ose pas les jeter parce que la personne qui nous l'a offert, on n'a pas envie de la vexer. Donc les cadeaux immatériels, en fait, c'est par exemple s'offrir un abonnement au cinéma, s'offrir, je sais pas, un soin en institut de beauté, s'offrir... Donc les massages, c'est écolo. Voilà, c'est ça. Ça peut être s'offrir, je sais pas, une belle nuit dans un hôtel, un stage à une initiation sportive. On crée du lien humain, on est plus dans l'humain. En plus, on fait travailler d'autres gens aussi dans leur métier. Il y a plein de choses en fait qu'on peut faire pour sortir un peu de ce schéma en fait où on a l'impression que le matériel et l'objet priment sur tout, et y compris sur nos vies en fait. Vous pouvez me montrer votre téléphone, s'il vous plaît? Alors oui. Donc on va pas donner la marque, Non. on va pas donner la marque, mais je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas vu un téléphone comme ça. C'est vrai que vous êtes contre dans votre BD en tout cas, vous parlez justement des smartphones, qu'il faut toujours en avoir des nouveaux, etc. Et votre personnage, donc vous quelque part, vous cherchez un téléphone qui résistera, solide, qui servira juste à téléphoner, pas forcément à prendre des super photos, etc. Et donc ça m'intéressait de voir quel était votre vrai téléphone, ça c'était mon plaisir. On pourrait presque jouer au frisbee avec. Mais il a l'air très solide en tout mais cas. Alors, oui, mais vous savez que il me crée plein de soucis en réalité dans la vie parce que, par exemple, je pense à la SNCF, je prends beaucoup le train. Donc vous pouvez pas montrer votre billet? Mais alors, ça fait 3 fois que je me fais engueuler par des contrôleurs de la SNCF parce que j'ai pas de smartphone et ça va quand même assez loin, la pression sociale en fait, si j'ai pas envie d'en avoir un. Les gens sont souvent très sensibles à la protection des animaux, ce qui est normal, moi aussi bien sûr. Par exemple, les gens quand ils voient un manteau de fourrure, ils sont tout de suite choqués, voilà la méchante dame qui a un manteau de fourrure. Par contre, quand ils ont leur smartphone, ils en ont tous, tous mes copains écolos, protecteurs des animaux, ils ont tous leur smartphone, mais ça les dérange pas. Or pourtant, quand on est dans la surconsommation comme ça, on détruit la planète, on détruit aussi beaucoup d'espèces animales. Toutes les 20 minutes aujourd'hui, il y a une espèce végétale ou animale qui disparaît. Ça c'est une des informations de votre bouquin juste qui incroyable. Donc ça veut dire que quand on aura fini l'émission, il y aura quelque chose qui aura disparu déjà sur Terre. Et ça, les gens ne font pas le lien entre leur surconsommation et la destruction des animaux, des végétaux, alors que c'est bien pire que les manteaux de fourrure, etc., ou que les marées noires, ce dont on parlait, qui bien sûr génèrent plus d'émotions, mais en réalité on détruit tout autant en surconsommant en fait, même beaucoup plus. Ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est justement que vous parlez de ce thème crucial de l'environnement, de la protection de l'environnement, mais d'une manière avec un phrasé très léger. Oui. Et avec des dessins qui s'approchent vraiment des dessins des blogueuses de mode. Donc il y a de nombreuses références. Et je trouve ça génial de réussir à faire passer un tel message avec de l'humour, qui est parfois une arme beaucoup plus puissante avec beaucoup de sérieux. Et au final, le message passe beaucoup mieux. Mais j'ai quand même une question. Qui est votre public? À qui vous vous adressez dans ce Moi, je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un sujet universel. Effectivement, je prends le biais de l'humour et aussi d'un ton léger, puis d'une histoire un peu rigolote, parce que sinon, les animaux. Voilà, si on parle de ce sujet-là, comme ça, de but en blanc, c'est vrai que ça peut être vite un peu angoissant. Or, il y a quand même plein de solutions, il y a plein d'espoir. C'est ce qu'il faut dire aussi, et c'est ce qui est important. C'est qu'on peut vraiment, on a le pouvoir de changer les choses, vraiment à l'échelle individuelle, si on s'y met tous. Si on s'y met tous, les industriels, les politiques y suivent. Mais ça, il n'y a pas de... Simplement, il faut que nous, on fasse changer les choses. Donc, on a compris votre message. Si aujourd'hui, j'étais un génie et que je pouvais exaucer un vœu, lequel serait-il?
de faire des objets qui durent 30-40 ans. Vous avez parlé tout à l'heure de justement ce fait que toutes les 20 minutes, il y a une espèce qui est en voie de disparition, mais j'ai noté d'autres informations qui m'ont paru extrêmement étonnantes, donc si vous voulez les commenter. Quand on fume ou quand on mange un steak, on participe à la déforestation. Ah mais complètement. Moi je dis qu'il faut arrêter. Quand on fume une cigarette, on participe à la déforestation. Bien sûr. Les plantations de tabac c'est terrible, ça crée de l'érosion, de la déforestation. Et si on peut, moi je dis que tous les écolos ils devraient arrêter de fumer déjà parce qu'effectivement c'est pas une question forcément de sa propre santé, c'est la santé de la planète. Hein. Et quand on surconsommer de la viande, c'est pareil, on sait que c'est pas bon pour la santé. Vaut mieux privilégier la bonne viande à la viande industrielle qui est une catastrophe en fait, parce que en fait la forêt d'Amazonie qui est quand même le poumon de la terre, c'est notre bien commun. Aujourd'hui elle est complètement en voie de destruction, ce qui est une des choses les plus aberrantes qui soit, surtout que ça fait quand même des décennies maintenant qu'on tire la sonnette d'alarme et il ne se passe rien. Et pourquoi on la déforeste notamment? Pour faire des plantations de soja, pour nourrir du bétail, pour faire des steaks dégueulasses qu'on va manger dans de la malbouffe. Alors, vaut mieux manger moins de viande et privilégier des filières, des circuits courts où les animaux seront mieux traités, des choses, du durable, du bio. Enfin. Donc ça m'amène à ma deuxième information. Cuisiner, c'est écolo. Bien sûr, oui. Ah bah, je suis pas très écolo alors. C'est vrai qu'en fait, il faudrait revenir au fait de cuisiner des produits frais. Alors, voilà, c'est produits frais. C'est toujours meilleur pour la santé. Mais parce que dès qu'on achète en fait du tout prêt, il y a du suremballage, en plus il y a trop de sel, enfin, c'est pas bon, mais on génère du suremballage, on génère des déchets en fait. Donc c'est vrai que quand on cuisine, c'est plus cuisiner comme faisaient les grands-mères, c'est plus écologique. Oui. On peut tout faire réparer gratuitement ? Tout, j'en sais rien, mais d'abord, ça c'est bien d'apprendre à réparer de plus en plus. Et il y a aussi maintenant de plus en plus ce qu'on appelle des repères cafés, c'est-à-dire des associations, etc., de bricoleurs bénévoles qui se réunissent pour aider les gens à réparer et leur apprendre à réparer. C'est-à-dire que malgré tout, on a perdu ce réflexe de réparer. Quelque chose est cassé, on a tendance à le jeter. Alors Élise Rousseau, on va passer à la dernière partie de cette émission, mon quiz que j'ai appelé « Au lieu de ». D'accord. Vous allez compléter ma phrase. D'accord. Au lieu de prendre un bain, je prends une douche. Au lieu d'aller au fast-food, je cuisine. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, je sais pas, je vais prendre un café avec mes copains. Très bien, j'adore. Au lieu d'aller au restaurant, je cuisine encore. Non, pas aller au restaurant si. Pour Noël, au lieu d'offrir un sac, j'offre un cadeau immatériel, une place de concert par exemple. À partager. Au lieu de racheter une radio, je la répare. Je la fais réparer. Si j'y arrive. Au lieu d'acheter un smartphone, j'achète un vieux téléphone tout pourri mais qui est très solide. Et au lieu de faire les soldes, justement, je sais pas, j'échange des vêtements avec mes copines et si je fais les soldes, je réfléchis bien à ce dont j'ai besoin vraiment et j'achète pas toutes sortes de cochonneries que je vais trouver moches dans 2 semaines. J'ai vu que vous avez apporté votre matériel à dessin. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous dessiner un petit quelque chose ? Allons-y. Allez. Encore 1000 merci Élise Rousseau pour vos précieux conseils. Et si comme moi vous avez la conscience écolo et que vous ne savez pas comment ni par quoi commencer, courez acheter. Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? Stop à la surconsommation aux éditions Delachaux et Niesley. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Tête à Tête, l'émission qui vous fait du bien. Et n'oubliez pas de garder votre vieille télé et posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? À très très vite. I know you never felt the same feeling. I'm full your feeling. So tell me how you feel. I'm full your feeling.